Bonjour et bonsoir, et c'est avec beaucoup de tristesse que je vais partager avec vous quelques réflexions sur la guerre entre Hamas et Israël et qui remonte aux attaques surprises de Hamas le samedi 7 octobre 2023. Je dis tristesse parce que c'est toujours avec une émotion vive que nous parlons de la cruauté, de la douleur, de la souffrance auxquelles sont en proie des populations palestiniennes et israéliennes. Et nous savons tous que la guerre fait toujours référence à l'excès, à la violence et à l'hubris. Et donc, nous sommes profondément tristes de pouvoir parler de cette thématique. Mais de l'émotion, il faut passer à la raison. La raison comme étant cette faculté nous permettant d'analyser, de comprendre, d'expliquer les phénomènes sociaux. Dans ce sens, le titre de mon intervention, de ma réflexion, c'est le dessous de la guerre entre Israël et Hamas. Et d'abord, je dois souligner qu'il n'est pas facile de parler de cette guerre, tant les positions sont polarisées, sont divergentes sur la question. Et depuis que le Hamas a lancé ses attaques surprises contre Israël le 7 octobre 2023, nous avons vu que le monde occidental s'est uni autour d'Israël et qu'elle a exprimé sa profonde sympathie envers ce qui s'est passé, mais notamment il a exprimé son appui inconditionnel à Israël et pense que Israël a le droit de légitime défense, qu'il peut se défendre et qu'il doit se défendre. Et il y avait beaucoup de délégations occidentales, surtout américaines, qui se rendaient en Israël, mais personne n'a visité la bande de Gaza, n'a visité les Palestiniens, qui sont aussi victimes des bombardements israéliens. Et nous sommes profondément tristes aussi parce qu'il y a un double langage en Occident. Et s'il est vrai qu'il faut dénoncer les attaques contre les pauvres civils israéliens, il faut aussi dénoncer la situation de colonisation, de peuplement dont les Palestiniens sont victimes, notamment depuis la guerre de 6 jours en 1967. C'est pourquoi notre réflexion va essayer d'être objective, en ce sens que elle saisira cette problématique à la lumière de l'histoire. Pour mieux comprendre cette guerre, eh bien, il faut la situer dans le contexte géopolitique actuel. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce contexte géopolitique actuel et aussi du contexte moyen-oriental? C'est d'abord que la guerre entre le Hamas et Israël vient coïncider avec une autre guerre qui a commencé en février 2022, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cette guerre a polarisé l'opinion publique internationale. D'un côté, il y a l'appui inconditionnel des Occidentaux à l'Ukraine, et de l'autre, il y a un certain nombre de pays qui manifestent une certaine neutralité vis-à-vis de cette guerre, mais aussi il y en a d'autres, et très peu, qui appuient la Russie.
et la guerre russo-ukrainienne met à nu la faiblesse du droit international, la faiblesse du système international, la faiblesse notamment de l'Organisation des Nations Unies, incapable de trouver ou d'imposer une paix aux belligérants. Et donc, la guerre entre le Hamas et l'Ukraine vient compliquer davantage le paysage géopolitique. Et ensuite, la guerre entre le Hamas et l'Israël s'inscrit dans un contexte de normalisation progressive de certains États arabes et dans leurs relations avec Israël. Nous avons vu comment ils ont conclu ce qu'on appelle les accords d'Abraham en 2020 sous le patronage du président américain Donald Trump. Eh bien, les accords d'Abraham ont été des accords dans lesquels certains pays du monde arabe, comme par exemple les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, ont conclu des accords de paix avec Israël. Mais on a même souligné que l'Arabie saoudite était sur la voie ou est encore sur la voie de normaliser ses relations avec l'Israël. Tout cela sous le haut patronage des États-Unis. Donc ces accords de normalisation, on peut dire, mettent de côté en quelque sorte, oublient la question palestinienne. Parce que historiquement, les États arabes ont juré de ne pas reconnaître l'État israélien, l'État juif, qu'ils considèrent comme une intrusion en termes d'islam en Palestine. Et pourtant, on observe une progressive reconnaissance, normalisation des relations entre certains États arabes et la Palestine. Ce qui veut dire que la question, c'est des États arabes et Israël. Donc cela sous-tend que la question palestinienne est mise de côté, est oubliée. Et je crois que ces attaques surprises de Hamas ont entre autres voulu mettre sur le tapis la question israélo-palestinienne pour dire que ce problème ne doit pas être oublié et qu'il faut en tenir compte. Il ne faut pas seulement parler de l'Ukraine, du respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il faut aussi tenir compte de la question palestinienne, de la question des colonisations, de la question de la création de l'État palestinien tel que prévu dans la résolution des Nations Unies le 29 novembre 1947. Donc, l'attaque de Hamas surgit dans ce contexte où la question palestinienne semble oubliée, il semble qu'on semble tomber en désuétude. Donc ces attaques constituent une forme, une manière pour le Hamas de faire prendre conscience de la question palestinienne. Donc nous aborderons plus loin cette question. Du point de vue contextuel, nous pouvons dire que ces attaques aussi s'inscrivent dans ce contexte de crise du droit international. Et le droit international qui a du mal à se matérialiser, par exemple, et nous avons mentionné la guerre russo-ukrainienne, qui est là aussi, malgré toutes les considérations géopolitiques qu'on peut faire, la Russie a violé le droit international et l'un de ses principes qui est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un État. Et le refus le droit international dit aussi qu'on ne peut pas conquérir de territoire à travers la guerre. Donc nous avons vu que la Russie a annexé un certain nombre de territoires qui appartenaient ou qui
qui appartenait à l'Ukraine. Donc c'est une violation flagrante du droit international. De même aussi les conquêtes et la guerre de 6 jours que Israël a lancée contre certains États arabes et au cours de cette guerre, il a conquis un certain nombre de territoires comme la Jordanie-Est et la bande de Gaza et le Golan, etc. Donc nous verrons que cette situation constitue un problème fondamental dans le conflit israélo-palestinien. Donc, on peut mentionner la question haïtiano-dominicaine, même si cette question ne fait pas l'objet de débats internationaux. Il y a un conflit haïtiano-dominicain du fait que les Haïtiens sont en train de construire un canal d'irrigation alimenté par la rivière Massacre. Donc les Dominicains s'opposent à cette initiative, prétextant qu'il s'agit d'une violation du droit international, du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage signé entre les deux États en février 1929. Donc on peut dire, comme nous parlons à partir d'Haïti, nous devons aussi mentionner ce problème. Donc c'est en gros le contexte dans lequel on pourrait situer et contextualiser la guerre entre Israël et le Hamas. Ensuite, le deuxième élément et le deuxième aspect de notre analyse concerne la qualification du Hamas et de l'action du Hamas. Et nous voyons que les pays occidentaux considèrent que Hamas est une organisation terroriste. Donc il est mis dans la liste noire de groupes terroristes. Donc pour les États-Unis, eh bien, le Hamas, pour l'Union européenne, c'est une organisation terroriste. Et donc l'attaque qu'il a lancée contre Israël, eh bien, c'est une organisation terroriste qui a assumé la terreur. Donc comment nous autres, du point de vue des relations internationales, du point de vue de notre réflexion, nous pouvons nous pouvons qualifier l'acte, nous pouvons qualifier Hamas et l'acte qu'il a commis. Et je pense que Hamas, c'est une organisation politique armée palestinienne et qui défend la cause des Palestiniens et qui défend les intérêts des Palestiniens, mais qui utilise de la méthode terroriste aussi. Il faut reconnaître l'attaque qu'il a commise, qu'il a faite, c'est une attaque terroriste, c'est la méthode terroriste que la Hamas a utilisée. Et même si on condamne ces attaques qui ont causé la perte de centaines de vies humaines, il faut reconnaître que c'est la méthode terroriste. Cependant, je pense qu'on ne peut pas résumer, qu'on ne peut pas considérer Hamas comme tout simplement une organisation terroriste. Je veux dire, c'est une organisation politique palestinienne, mais qui utilise la méthode terroriste pour mener ces actions parce qu'il y a une asymétrie de pouvoir et il ne dispose pas des moyens militaires, d'une haute capacité militaire pour pouvoir résister à l'occupation juive, pour pouvoir résister à Israël. Donc il utilise la méthode terroriste. Et je dis que c'est aussi dans la politique parce que nous savons que le Hamas a participé à des élections et il a gagné des postes et donc c'est une organisation politique. Donc dans ce sens, je crois que ma position est beaucoup plus nuancée que celle des pays occidentaux. C'est une organisation politique, mais qui utilise de la méthode terroriste. Donc, ensuite, je crois que nous devons aussi, après avoir qualifié, essayé de caractériser Hamas et l'action de guerre qu'il a perpétrée,
Et nous pouvons aussi dire que ce sera le troisième aspect de notre réflexion, et ça concerne l'action de Hamas et le droit international, le droit humanitaire international. Donc nous savons que le droit humanitaire international, c'est un droit qui est appliqué dans des situations de guerre. Donc c'est fondamentalement une violation du droit humanitaire international, parce que dans ce que nous dit le droit humanitaire international, c'est qu'il faut faire la distinction entre les belligérants et les non belligérants, entre la population civile. Donc il faut limiter les actions de guerre au nom du principe de l'humanité. Et la guerre implique l'usage de la violence, et c'est la nécessité de limiter la violence qui fait émerger le droit humanitaire international au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, et qui montre que il faut prendre en compte l'humain, il faut prendre en compte les droits de l'homme dans la guerre. Et la question du droit humanitaire est d'une grande importance, parce que par exemple il y a les protocoles de Genève, les 4 protocoles de Genève, puis les 4 protocoles de Genève de 1949 et les 2 protocoles de 4 conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles de 1977. Donc, il pose les principes fondamentaux du droit humanitaire. L'un des premiers principes, c'est le principe d'humanité comme facteur essentiel de la modération de la guerre. Il faut tenir compte de l'humain, du droit de l'homme dans la guerre. Il y a le principe de proportionnalité, c'est-à-dire il faut attaquer des objectifs militaires, il faut éviter des dégâts excessifs, des dommages excessifs. Il y a le principe de distinction qui veut qu'on fasse la différence entre les belligérants et les non belligérants. Il y a le principe de limitation qui veut que les belligérants utilisent les méthodes permises et tout n'est pas permis, par exemple les armes chimiques. Il y a le principe de nécessité militaire, en ce sens que la guerre doit être menée en accord avec les lois et les coutumes de la guerre. Donc, ces principes-là ont été violés par le Hamas, et nous voyons aussi que ces principes sont violés par Israël quand il coupe les vivres, la nourriture, l'eau, l'électricité aux habitants de Hamas, quand il les traite d'animaux. Donc on ne peut pas utiliser un langage aussi déshumanisant pour traiter l'adversaire. Donc même en guerre, il y a le respect, il faut limiter la destruction, comme a dit Albert Camus. Même dans la destruction, il y a des limites. Donc, ayant dit cela, nous allons essayer d'aborder un autre aspect, c'est que l'attaque du Hamas fait revenir en force la question palestinienne. C'est-à-dire que même s'il faut considérer, il faut le dire, et c'est pas c'est une attaque terroriste et c'est une violation du droit humanitaire international, et quand on attaque des civils, eh bien il faut reconnaître précisément que ces attaques ont précisément violé le droit international. Donc dans ce sens, et ces attaques doivent être mises en relation avec la question israélo-palestinienne, le conflit palestinien. Et pour ceux-là qui n'ont pas une connaissance pertinente de cette question, je vais
D'abord, je vais dans un premier temps faire un peu de la préhistoire de la question juive en Palestine jusqu'à 1947, date de l'adoption de la résolution par le Conseil de sécurité. Ensuite, je vais parler de la création d'Israël et de ce que les Arabes considèrent comme la Nakba, comme la catastrophe, et comment ils vont réagir à ça. Donc, la préhistoire de cette question nous remonte pas trop loin dans le temps. Eh bien, elle nous remonte à la fin du XIXe siècle, quand la diaspora juive, les Juifs ont voulu aussi avoir un État, un territoire où ils peuvent vivre librement, parce que partout où ils se trouvaient, c'était des minorités. Hannah Arendt l'a dit dans son ouvrage Les origines du totalitarisme, tome impérialisme. Et bien, elle montre que les Juifs ont été des minorités, et les minorités ont toujours été des minorités dans les territoires où ils se trouvaient. Donc au XIXe siècle, il y avait comme c'était le printemps des peuples, la naissance des États-nations, l'émergence des peuples, la question du nationalisme, le principe des nationalités. Donc les États ont commencé à émerger. Nous avons vu en Amérique latine et dans la Caraïbe, avec Haïti, avec Dominicaine, et donc il y avait des États qui émergeaient. En Europe aussi, il y avait le besoin de l'État-nation qui était très fort en Allemagne, en Italie et en Belgique, pas tout ailleurs. Il y a eu le besoin d'avoir un territoire. Les Juifs ont manifesté ça aussi. Et par exemple, et puis il faut dire qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme en Europe. Donc les Juifs n'étaient pas bien vus. Ils étaient toujours une minorité négligeable dans les États où ils se trouvaient. Et c'est dans ce sens, par exemple, il y a eu l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus en France, à la fin du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus, c'est que l'armée française a trouvé un document dans lequel on donnait des informations secrètes à l'armée allemande. Et bien on disait que c'est Dreyfus qui a rédigé ce document. Et donc pour cela, il a été arrêté, puis mis en prison et condamné. Et il y a Émile Zola, un grand romancier très connu, qui a écrit un article, J'accuse, et qui a dénoncé cette condamnation. Donc on a entendu la voix et l'écrit d'Émile Zola, et ce qui s'est passé, c'est que Dreyfus a été acquitté. Il a été acquitté, on l'a jugé à nouveau, il a été acquitté. Et donc depuis, eh bien la question juive, la question de l'antisémitisme était très très présente. Donc c'est dans ce sens-là qu'un journaliste viennois, autrichien, et de l'époque s'appelle Theodor Herzl, allait écrire un ouvrage, L'État juif, où on souhaitait la formation d'un État juif, mais surtout en Palestine. Donc l'idée c'était d'avoir un État juif en Palestine. Tout le monde, c'était en 1896 qu'il a écrit ce livre. Donc il imagine, par exemple, comme je le dis, la création d'un État juif. Parce que si les Juifs arrivent à former un État, ils pourraient se libérer de la malédiction millénaire qui les frappe. Donc ils auront une terre et ils mettront fin à leur errance. Et donc c'était la perspective. Et pour cela, les Juifs ont commencé par émigrer en Palestine. Il y avait une forte migration juive en Palestine. Ils allaient acheter des terres, donc ils voulaient s'installer en Palestine. Mais aussi, ils voulaient aussi s'installer ailleurs, par exemple en Ouganda. Mais la Palestine, c'était un idéal qu'ils caressaient. Donc, par exemple, à la fin du XIXe siècle, il y avait en Palestine 25 000 juifs sur 700 000 arabes. C'est dire que
la différence statistique, démographique est très grande. Et ensuite, les Juifs allaient aussi bénéficier de l'appui des pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne. Par exemple, le 2 novembre 1917, il y avait la déclaration Balfour qui dit ceci: le gouvernement de Sa Majesté britannique envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de ce projet, étant bien entendu qu'il ne sera rien fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Donc, vous voyez, cette déclaration a eu un écho vraiment négatif au sein des Arabes qui n'ont pas voulu précisément voir s'installer, s'implanter dans leurs terres les Juifs. Eh bien, et après la Première Guerre mondiale, un certain nombre d'empires, la Première Guerre mondiale, 1914-1918, on allait avoir l'effondrement des empires, l'effondrement de l'empire austro-hongrois, l'effondrement de l'empire ottoman. Donc c'est la Grande-Bretagne qui allait avoir l'administration de la Palestine. C'est-à-dire il y avait un système de mandat que la Société des Nations a créé. Et ces pays-là qui n'ont pas encore accès à l'indépendance sont administrés par un gouvernement. Et donc c'était la Grande-Bretagne qui avait l'administration de la Palestine. Et donc l'idée de foyer juif persistait. Et donc les Juifs ont acheté des terres, ils ont immigré en Palestine. Par exemple, vers 1939, il y avait environ 450 000 Juifs qui représentaient le tiers de la population de la Palestine. Eh bien, les Palestiniens, les Arabes, les Palestiniens voyaient de mauvais œil cette présence juive massive, et si bien que en avril 1936 et août 1939, eh bien, ils ont organisé une grève afin de contrecarrer l'idée d'un foyer juif. Et donc, mais ce projet de foyer juif persistait et il allait avoir une certaine résonance, et notamment après l'Holocauste, après l'extermination des Juifs par les nazis. Eh bien, tout le monde allait avoir, par exemple, une certaine sympathie pour la cause juive. On parlait de la légitimité d'un État juif, et c'est ce qui allait mobiliser, c'est ce qui allait conscientiser les grandes puissances de l'époque, notamment les Nations Unies, à vouloir adopter une résolution pour la création d'un État juif en Palestine. Là, je termine avec la préhistoire. Je vais passer précisément à la création de l'État juif le 14 mai 1948 et la résistance, l'opposition radicale des Arabes à une telle initiative. Donc, dans ce sens, il faut souligner en passant que après 1945, les Nations Unies ou la communauté internationale étaient confrontées à un ensemble de problèmes. Et il y avait deux grands problèmes, il y en avait beaucoup, mais je dis qu'il y en a deux, et c'est pour souligner l'importance de ces questions. Et c'était la question juive et la question de la Palestine, et ensuite la question nucléaire. Et donc la question nucléaire jusqu'à maintenant demeure sans réponse parce que l'Union soviétique et les États-Unis n'ont pas trouvé un accord pour gérer la question nucléaire.
Eh bien, l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée générale allaient adopter le 29 novembre 1947, la résolution 181 qui prévoyait la création d'un État palestinien et d'un État israélien. Il s'agit de deux États. De cette résolution, les membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord. Donc, Israël a accepté le plan de partage des Nations Unies prévu dans cette résolution, mais les Arabes ne l'ont pas accepté. Et c'est là le grand problème. Israël a accepté le plan de partage de 1947 et le 14 mai 1948, et c'est la création de l'État d'Israël. Et immédiatement, l'année suivante, Israël est devenu membre des Nations Unies. Mais les Arabes n'ont pas accepté, ils ont considéré ça comme la Nakba en arabe, qui veut dire la catastrophe. C'est-à-dire, ils pensent que la formation d'un État juif en Palestine, c'est une catastrophe, c'est une Nakba. Et d'autant que l'Europe vient résoudre le problème juif en terre palestinienne, en terre arabe, en terre d'islam. Eh bien, ils se sont opposés, les Arabes n'ont pas accepté ce plan de partage, et ils ont refusé ça, et le plan de partage des Nations Unies, et donc ils commençaient à livrer bataille, à livrer et à affronter directement l'Israël. Et je crois que Henry Kissinger a raison de souligner que les Arabes voyaient la création de l'État juif comme une humiliation. C'est dans un ouvrage qui s'appelle World Order. Donc ils n'acceptent pas la création de l'État juif, ils n'acceptent pas ce principe postcolonial comme en Asie, en Afrique, on l'a accepté. Donc ils ont cherché d'attaquer l'État juif, mais il faut dire de l'autre côté, ils n'ont pas voulu voir la formation d'un État arabe. C'est pourquoi, par exemple, la Jordanie avait occupé et annexé la Cisjordanie, qui devrait être la base de l'État palestinien, et l'Égypte, pour sa part, avait occupé la bande de Gaza. Donc, et en même temps qu'il s'opposait à la formation, à la création d'un État juif, eh bien, il s'opposait également à la formation d'un État palestinien. Eh bien, ils ont attaqué Israël immédiatement après la formation d'État. Eh bien, Israël a gagné, a toujours gagné. Et donc, de 1948 à 1967, Israël a souvent été la cible d'attaque des États arabes. Eh bien, à partir de 1967, eh bien, l'Israël va lancer une offensive, une guerre contre l'Égypte et contre un certain nombre d'États. C'est la guerre de 6 jours d'Israël, par exemple, contre l'Égypte, contre la Jordanie et contre la Syrie. C'est alors qu'il va annexer la Jordanie-Est, la Cisjordanie, et le Gaza, le Sinaï, le Golan syrien. Donc Israël, pour pouvoir renforcer sa sécurité, va élargir son territoire. Et c'est ça, une stratégie, parce que bien avant ça, Israël n'a pas conquis de territoire face aux attaques des États arabes. Et c'est très important de le dire. Israël a augmenté, même s'il faut critiquer, nous allons critiquer les colonisations d'Israël, mais Israël a augmenté son territoire, a élargi son territoire pour pouvoir renforcer sa sécurité. Et c'est pourquoi on a toujours demandé de revenir au territoire, au contexte géographique, territorial d'avant 1967. Donc, dans ce sens, donc, la situation s'est toujours aggravée et les Palestiniens n'avaient pas une autorité centralisée pour défendre leur cause. C'est ainsi que l'autorité palestinienne allait émerger, allait prendre naissance en 1964. Donc, elle allait centraliser
la cause palestinienne. Donc on n'était pas d'accord, les Arabes étaient, comme la Jordanie, étaient contre la formation de l'autorité palestinienne, parce qu'ils voulaient défendre la cause palestinienne, mais ils ne voulaient pas qu'il y ait un État palestinien. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, quand la Cisjordanie avait annexé en 1950 la Cisjordanie, c'était en complicité avec Israël. Et en complicité avec Israël qu'il a fait ça. C'est-à-dire que depuis, et même s'il faut critiquer Israël, mais il faut aussi reconnaître la responsabilité régionale. Les États arabes, certains Arabes n'ont pas accepté et n'ont pas voulu voir la formation d'un État palestinien. Donc ça, c'est pour l'histoire. Donc Israël a conquis, et c'est très important, un certain nombre de territoires de la guerre de 6 jours. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris une résolution 242 qui demande de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale, et en 1973 aussi, Israël a été attaqué par la Syrie, par l'Égypte et la Jordanie. Donc et c'était lors de la guerre, lors de la fête de Kippour, une fête juive. Eh bien, au départ, Israël avait eu de fortes pertes, mais après, il a gagné. Il a gagné. Et c'est dans ce sens qu'on a pris la résolution 338, eh bien, qui demandait le respect et la reconnaissance de la souveraineté et le juste règlement des problèmes de réfugiés. Donc, depuis lors, la situation entre Israël et ses voisins arabes était problématique, et surtout l'Égypte de Sadat qui attaquait à plusieurs reprises Israël, mais qui a toujours perdu. Eh bien, vers 1977-79, il y avait le premier processus de paix qui allait s'enclencher dans la région, et c'est sous le patronage de Jimmy Carter, le président américain, où il y aurait un traité de paix entre Israël et l'Égypte. Et ce traité de paix a été signé en 1979, c'est ce qu'on appelle les accords du Camp David. Et donc, l'Égypte reconnaît l'État hébreu. Et on pensait que ce traité de paix allait servir de base pour les problèmes, pour le problème israélo-palestinien. Donc, les accords de Camp David, effectivement, ont été signés, mais et on parle aussi, il y a un document de cet accord qui parle le cadre de paix au Proche-Orient, en considérant ces accords de paix comme un prolongement pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Mais il y avait des extrémistes qui n'ont pas accepté ça. Et c'est par exemple le 6 octobre 1981, 2 ans après, et le président Sadat a été assassiné par un extrémiste égyptien. Et les Palestiniens vont utiliser d'autres méthodes pour défendre leur cause. C'est l'usage de l'intifada en 1987, à travers le lancement des pierres contre les chars des Israéliens, et si bien que l'image télévisuelle, l'image de ces attaques israéliennes contre des Palestiniens démunis, eh bien, a soulevé la conscience internationale, si bien que dans les années 90, notamment 93, les États-Unis allaient promouvoir un processus de paix, c'est le deuxième, eh bien, dans lequel on allait voir les accords d'Oslo, où le président, l'autorité palestinienne Yasser Arafat allait rencontrer Isaac Rabin, le premier ministre israélien. Puis on pensait que le rêve d'un État palestinien était proche, parce qu'on pensait pouvoir résoudre la question des colonies, et donc c'était prêt. Malheureusement, et le président Isaac Rabin sera immédiatement assassiné par un colon juif extrémiste, parce qu'il y a la question des colonies est fondamentale. Les terres que l'Israël a occupées, a annexées depuis 1967, font aussi l'objet de ces accords. Donc un extrémiste juif a assassiné Isaac Rabin, et la situation ne fait que s'empirer.
Donc, comme la situation allait continuer à s'aggraver, en 2000, c'était aussi l'intifada, cette forme de soulèvement populaire. Et il y a l'usage des actions terroristes contre des cibles israéliennes. Et bien tout cela allait s'aggraver. Donc c'est dire que la situation palestinienne se compliquait davantage, si bien qu'en 2020, sous le président Trump, eh bien, il y a eu la normalisation à travers les accords d'Abraham entre certains pays arabes, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, eh bien, qui reconnaissent par exemple l'État palestinien. Et donc, le problème est devenu très compliqué. Donc, après avoir fait selon ce parcours historique, nous allons essayer de dire quelles sont les raisons pour lesquelles le conflit israélien ne trouve pas encore de solution. Et pourquoi je pose cette question? C'est parce que je pense que l'attaque de Hamas est liée fondamentalement à la question palestinienne. Donc s'il faut considérer ces attaques comme terroristes, c'est la méthode terroriste, mais il faut voir aussi qu'elles s'inscrivent dans un cadre plus large, d'une stratégie de lutte pour l'autodétermination de la cause palestinienne. Et c'est le conflit iso-palestinien qui est à l'arrière-plan de ces attaques. Donc, et je crois que parmi les problèmes, l'hypothèse que je peux avancer pour répondre à cette question, c'est que le conflit israélo-palestinien ne trouve pas de solution jusqu'à maintenant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'ordre civilisationnel. Il y a un conflit de religion, de métaphysique. Par exemple, pour Jérusalem, qui a été annexée par Israël et qui constitue la terre des trois religions du livre. Donc, et les Palestiniens considèrent la présence d'Israël comme une sorte de Nakba, une catastrophe. Et donc, c'est une souillure de la terre d'islam pour eux. Et donc, les Israéliens considèrent aussi que cela leur appartient. Et donc, il y a un conflit de civilisation, un choc de civilisation, pour reprendre le terme de Samuel Huntington, qui empêche la solution à ce conflit. Donc, il y a aussi l'extrémisme des deux côtés. Il y a l'extrémisme arabe, il y a l'extrémisme juif. De côté, nous avons vu le premier processus de paix avec l'Égypte de Sadat a conduit à l'assassinat de Sadat. Le deuxième moment du processus de paix a conduit à l'assassinat de Isaac Rabin par un extrémiste juif. C'est-à-dire que des deux côtés, comme on dit, le mal est infini. Il y a trop d'extrémistes. Et il faut dire aussi un troisième élément qui explique la non-résolution de ce conflit, c'est la mauvaise foi des Arabes, de certains Arabes, il faut le dire, parce qu'au moment même où Israël a formé son État et a créé son État, eh bien, les autres Arabes défendaient la cause palestinienne, mais ne défendaient pas la formation d'un État arabe. Par exemple, l'Égypte a occupé la bande de Gaza, et la Jordanie a annexé la Cisjordanie. Donc, il faut dire, les relations entre Yasser Arafat et les rois d'Hussein de Jordanie ont été vraiment tendues. Et donc, ce sont des relations extrêmement difficiles. Et c'est très tard, dans les années autour de 1973, que le roi de Jordanie allait reconnaître l'autorité palestinienne. Donc, il y a beaucoup de conflits. Et concernant la responsabilité des Arabes, je peux dire aussi, il y en a beaucoup. Il y a un conflit de doctrine religieuse, par exemple, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui est un allié américain, et l'Iran qui s'oppose à l'Arabie Saoudite. Il y a un conflit Iran-Irak. Donc le monde arabe est très divisé. Il n'y a pas une vision commune de la question palestinienne au sein du monde arabe, et cela est dû à la pénétration
des États-Unis et dans la région. Donc tout cela empêche la formation d'un État palestinien. Et un autre élément qu'il faut utiliser, après avoir parlé du conflit de civilisation, de l'extrémisme de côté, de la responsabilité des Arabes, il faut aussi parler du droit international qui est faible, parce que les résolutions que les Palestiniens évoquent pour soutenir leur cause, ce sont la résolution 181 de 1947, la résolution 242 1967, la résolution 338 1973. Donc, elles devraient être matérialisées et implémentées, et malheureusement, non. Donc tout cela est dû au fait que le droit international est très limité, et il y a aussi l'évolution pratique de la situation sur le terrain. On voit que de jour en jour, il y a des colonisations juives qui se font, et les Palestiniens voient de plus en plus le rêve de créer un État se reculer, s'éloigner d'eux, et donc cela est vraiment vient compliquer la situation. Il y a aussi l'Occident. L'Occident, d'ailleurs, c'est pourquoi les Arabes, eux, ils ont critiqué beaucoup. Ils ont dit que l'Europe vient résoudre le problème juif en terre d'islam. Et donc l'Occident est aussi responsable. C'est l'Occident qui a créé l'État d'Israël. Et donc on devrait faire davantage pour parvenir à la création des deux États. Donc, comme perspective, qu'est-ce qu'il faut dire en termes de perspective? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce conflit? Donc, en termes de perspective, il faut dire qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui. Et c'est là que je voudrais revenir à la guerre entre le Hamas et Israël. Donc, quand on parle de perspective, il faut parler aussi des acteurs qui doivent s'impliquer. La guerre entre le Hamas et Israël montre déjà le parti pris des pays occidentaux. Bon, parce que c'est une guerre menée, la guerre, c'est-à-dire l'attaque de Hamas, utilise la méthode terroriste. Donc en Occident, en Europe, aux États-Unis, le terrorisme est considéré comme le mal absolu. Donc le Hamas a utilisé la méthode terroriste pour attaquer des civils. Donc ça a entraîné cet appui occidental presque complet. Donc, même les États-Unis, on a vu beaucoup de visites, la visite du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, ensuite la visite du ministre de la Défense, qui dit que les États-Unis donnent tout son appui à Israël, ne va le laisser tomber, qu'Israël is back pour les États-Unis. Donc il y a déjà ce parti pris. Il y a cette difficulté pour les États-Unis, précisément, d'être un bon médiateur, de pouvoir servir de médiateur. Parce qu'il y a déjà une position, même en Europe, les pays européens, eh bien, presque tout le monde, l'Ukraine aussi, prend position pour Israël, et même si Israël n'a pas fait la même chose pour l'Ukraine au moment où la Russie l'attaquait. Donc il y a tout un ralliement autour d'Israël. Donc on voit que les autres puissances, la Chine là aussi, sont un peu timides à se prononcer là-dessus. Et même les pays de BRICS, les pays émergents, ne sont pas encore prononcés. Donc il y a très peu de pays qui ont manifesté un appui à la Palestine. Et donc c'est difficile. Donc je crois que ce qu'il faut surtout faire pour résoudre ce conflit, il faut que les sociétés civiles des deux côtés, d'Israël et de la Palestine, donc se mettent d'accord pour pouvoir faire avancer l'agenda d'un État palestinien, parce qu'après plus de 75 ans, la situation reste pareille. Et pour les Palestiniens, il faudra que la société civile israélienne, la société civile palestinienne essaie de fouiller la voie et essaie de se mettre d'accord pour trouver, pour faire
pour faire avancer l'agenda politique et des autorités. Donc il faudra aussi que la communauté internationale prenne aussi en considération cette question israélo-palestinienne, le conflit palestinien, pas seulement la question ukrainienne, il y a toute une mobilisation autour de la question ukrainienne, mais il y en a très peu autour de la question palestinienne. Et je crois que c'est cette compréhension contextuelle, géopolitique, qu'il faut aussi, qu'il faut avoir des attaques du Hamas, tout en condamnant ces attaques qui sont une violation du droit international humanitaire. Il faut reconnaître aussi que le Hamas, ces gens-là sont un peu frustrés. Ils ont vu qu'après plus de 75 ans, la Palestine n'a pas encore son État tel que prévu dans la résolution 181 du 29 novembre 1947 de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, il y a toutes ces frustrations et la colonisation qui se poursuit. On devrait mettre un terme à ces colonisations et on demande aussi de revenir au contexte d'avant 1967, qui est ce contexte dans lequel Israël allait augmenter et élargir son territoire. Et nous savons que c'est contraire au droit international de conquérir des terres à la suite des guerres. Et donc, il faut aussi voir faire respecter le droit international. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire de ce conflit. J'espère que vous avez des commentaires, des questions, des critiques à faire. Je suis disponible et disposé à les recevoir. Donc, merci, à la prochaine.